Vous voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. Bien-être global. Alors, voilà les deux mots qui me frappent ici. On va réfléchir. C'est quoi une initiative? C'est une volonté d'action. Il y a une volonté d'action, une innovation. Et là, justement, l'initiative peut venir de l'extérieur comme elle peut venir de l'intérieur. Quand on parle de développement communautaire, l'initiative peut venir de l'intérieur comme elle peut venir de l'extérieur. Ce que vous faites, vous facilitez le développement communautaire à travers les initiatives, volonté d'action, innovation. Ces initiatives, on l'a vu tout à l'heure, disent quoi? En bien-être. Hein? Oui, il y a le bien-être global. Quand est-ce qu'un bien-être est global? Quand ça touche. Oui. Quand ça touche. Toutes les questions, en deux mots, c'est quand ça touche, par exemple, tous les besoins, quand ça touche aussi tout le monde. Tous les besoins, tout le monde. Tous les besoins exprimés. Par les individus et les groupes. Parce que tous les individus exprimés, tous les besoins exprimés par les individus et les groupes. N'est-ce pas? Et que l'action touche tout le monde. Mais quelle est la dimension de globalité du bien-être? Est-ce que l'homme n'a pas besoin de pouvoir? Si. Mais la question du pouvoir est prise en compte dans le développement communautaire et au niveau souvent du bien-être global. Donc ça veut dire que chacun aura son droit, a le droit de participer et de dire son point de vue. Donc tout le monde a droit à la parole. Parole, participation, prise de décision. 3 P. Ce sont les 3 P que vous cherchez sur le terrain. D'accord? Tout le monde a droit à la parole, la participation et la prise de décision. Voyez un peu. Essayez de mettre dans une posture de facilitation, faire parler tout le monde, faire participer tout le monde et faire participer tout le monde à la prise de décision. Donc ça aussi, vous savez, quand on parle de développement communautaire, on est dans les théories du community empowerment, c'est-à-dire l'habilitation d'une communauté, la fourniture de pouvoir à une communauté. On se dit aussi des voies proposées pour lutter contre la pauvreté. Donc, vous voyez un peu. Donc, à côté de cette question de pouvoir, il y a les enjeux de spiritualité. Parce que l'individu, il a besoin qu'on l'aide à préserver ses croyances. N'est-ce pas? J'ai besoin qu'on m'aide à préserver les croyances, les coutumes, les traditions. D'ailleurs, je le dis souvent aux jeunes, bon, quand c'est une blague, il vous faut du mot quoi. Un jeune homme qui va marier une sénégalaise chrétienne, il lui dit bon, tu renonces à ta religion pour me rejoindre dans ma religion. C'est éphémère. Parce que la spiritualité est plus forte que la vie. Et c'est pas réaliste.
C'est quand quelqu'un vous dit renoncez à ce que vous croyez. Il ne vous respecte pas. Donc il ne vous aime pas. Vous avez compris un peu? Donc, au nom de l'inexpérience, l'individu pour renoncer à ses croyances, au nom de l'expérience. Mais tôt ou tard, la croyance va surgir et vous imposer des contraintes. Ah oui, tôt ou tard, ça va ressurgir pour vous imposer des contraintes. Parce que la croyance, quand elle est préétablie de manière forte, elle devient également une force. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, avec les communautés, aidez-les à préserver leurs croyances, leurs coutumes, leurs traditions. Ça, c'est la dimension spirituelle du développement pour le faire. C'est God presence in war. C'est qu'il faut qu'on sente la présence de Dieu dans ce que font les communautés. Allez interviewer une communauté Pulaar, Peul ou Sérère. À l'université, on va vous enseigner que les Peuls n'exploitent pas leurs troupeaux. Les Peuls se contentent d'une augmentation numérique du troupeau sans penser à exploiter le bétail. C'est faux. C'est méconnaître le Peul pasteur. Parce qu'il y a une relation établie entre le Peul et l'animal. Le Peul n'a pas envie d'égorger son animal. Parce qu'il y a une complicité avec elle. Le Peul peut décoder chaque cri de vache. Quand la vache meurt, il peut te dire ça correspond à ça. Vous voyez un peu? C'est des initiés, c'est ça que j'appelle le langage des initiés. Tu vas chez les Sérères, n'est-ce pas? Les Sérères ont une connaissance très forte de l'univers, de la cosmogonie. Le Sérère, il peut décoder le langage de l'oiseau, le langage du dîner. Le Sérère, il peut décoder même le langage du vent. C'est pourquoi mes chers saltigués, quand ils parlent, écoutez-les, parce qu'ils décodent le langage du vent. Il faut te dire ce qui se passe là. Je n'ai pas dit qu'il va gagner. C'est l'Afrique. Et vous ne pouvez pas, par exemple, dire que, écoutez, ces communautés, leurs croyances là, il faut les balayer. J'ai fait 30 ans de compagnonnage avec des communautés. Mais je dis souvent, ce que j'ai appris chez elles, c'est plus fort que ce que j'ai appris dans les universités. Parce qu'elles te donnent une vraie connaissance. Donc, approchez-les et essayez de comprendre ce qui se cache derrière ce qu'elles font. Vous verrez que la communauté, elle est riche. Elle est très riche. Lorsque, par exemple, vous prenez les représentations, les perceptions, très souvent, il y a une dose culturelle. Donc, vous ne pouvez pas faire du développement sans faire une analyse profonde sur le plan social, sur le plan culturel. Il faut faire une analyse approfondie. Mais pour ça, il faut prendre du recul. Ne pas mettre en valeur votre propre croyance. Ne pas mettre en avant vos propres croyances. Ça ne facilite pas la compréhension de l'autre. On dit, si tu veux bien comprendre l'autre, considère ses qualités et considère qu'il est meilleur que toi. Voilà comment on peut entrer dans la relation. Alors, de là, vous verrez que donc, le bien-être global, il y a la dimension spirituelle, mais il y a aussi la dimension économique, qui est importante. Bon, pourquoi penser que l'agrobusiness est à développer au Sénégal à la place de l'exploitation agricole familiale? C'est un débat. C'est un grand débat. Pourquoi penser que l'agrobusiness est meilleur que l'exploitation agricole familiale? Entre ces deux agricultures, laquelle protège mieux l'environnement? L'agrobusiness ou l'exploitation agricole familiale? Ça dépend. Donc il n'y a même pas, ça dépend. C'est juste que maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'agroécologie. On essaie de faire part aux paysans, ceux qui font l'exploitation familiale, un peu les capacités par rapport à l'agroécologie. Oui, cette l'exploitation familiale, quelle force de l'agroécologie ou de l'agriculture conventionnelle, elle est moins destructrice que l'agrobusiness qui fait ce qu'on appelle de l'intensification
de grandes surfaces, vous voyez un peu, utilisation accrue de produits chimiques, de pesticides, d'engrais pour accroître le rendement. L'exploitation familiale jadis se préoccupait d'abord de nourrir la famille. J'aime bien l'agriculture des Casacés. Le Casacé, il n'a pas envie de travailler sur de grandes superficies. Son champ est à côté de sa maison. Et quand il produit ce qu'il mange, il pense à son koucha qui a besoin de gombo. Il va au pharo, il produit son riz. Mais culturellement, il dit que pour vivre longtemps et se protéger, la production de cette année doit rester dans le grenier pour attendre la production de l'année prochaine. Ça c'est Diola. Vous comprenez? Le Diola ne dit pas. D'ailleurs, l'une des causes de la révolution Diola est liée au fait que des étrangers sont venus prendre de grandes exploitations, de grands vergers avec des logiques expansives, extensives, ça les a révoltés. C'est tout. Mais le Diola, par essence, il se suffit de peu. Et il sait que dans le bois sacré, il est interdit à toute forme humaine d'y pénétrer pour y reproduire des activités humaines. Naturellement, on protège les bois sacrés. C'est des zones intactes, riches, parce que personne n'y entre. Voyez un peu la relation entre le caractère sacré, spirituel et le caractère technique. Vous voyez un peu. Donc, au nom de quoi penser que l'agro-business est encore beaucoup plus intéressant dans certaines zones que l'exploitation agricole familiale. Parce que l'agriculture familiale a toujours fait un système de juxtaposition entre le système économique, le système social et le système écologique. Il y a une juxtaposition naturelle. Parce que, à travers le mode de production, le mode d'exploitation, la famille crée une unité de production familiale. On produit en famille. Ce système de production familiale a été toujours accompagné d'un système de décision budgétaire. La décision budgétaire était en relation avec le système social. Et il y avait aussi ce qu'on appelle le NGEL, c'est-à-dire l'unité collective de consommation. Ceux qui consomment ensemble ont le droit naturellement de produire ensemble. C'est le NGEL. Et on ne vendait que le surplus. Mais le surplus n'était pas une finalité. Mais on peut vendre le surplus. D'ailleurs, dans la société Foutanké, où j'ai vécu durant mon enfance, je pense qu'on t'a envoyé au marché, tu pars avec du mil, une calebasse de mil, et tu reviens avec une calebasse de lait caillé. Mais très souvent, j'aimais le chemin de retour parce qu'il faut me bourrer tout quoi. Ça, je l'ai vu. C'est-à-dire, on t'envoie pour amener du lait caillé, on te donne une calebasse de mil. Et tu vas chez la vendeuse, elle prend ça, elle te donne du lait caillé. C'était un top. Mais le retour, tu me le bouffe tout, quoi. Si tu bois pas les tartes, c'est bon. Donc c'est ça l'Afrique. Il ne faut pas aussi penser que la modernité, elle doit être outrancière. N'est-ce pas? On doit toujours essayer de raisonner en termes de bien-être global. Mais aussi la globalité pose un problème d'émotion. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a des émotions. C'est qu'au-delà de l'économie, il y a la spiritualité, mais il y a aussi l'émotion. Parce que très souvent, nous sommes envahis par des émotions positives qui nous permettent de formuler des pensées positives. Et ce sont les pensées positives qui nous permettent de faire des actions positives. Donc l'émotion, elle compte beaucoup. Nous avons toujours cette possibilité, n'est-ce pas, à nous nourrir d'émotions. Les émotions peuvent être positives, elles peuvent être négatives. Les communautés aussi ont des émotions positives. Elles ont des émotions négatives. Bon, je donne un exemple très simple. Vous avez du Freud, le conscient, l'inconscient
et le subconscient. Généralement, le conscient est le patron de l'inconscient. Le conscient, il est le patron de l'inconscient, c'est-à-dire qu'il le commande. Alors, Habib va tout de suite dans un magasin des Albanais. Habib, hein, mon ami Habib. Hein? Il va dans un magasin aux Albadies, il se présente devant le magasin, il voit un joli costume. Le prix affiché c'est 300 000. Allez, on exagère un peu. Vous avez le prix du costume, c'est combien? 500 000. Très bien, 500 000. Alors Habib a deux positions, parce qu'Habib peut venir devant le costume et dire, ah, ça c'est très joli, ça c'est à moi. Tout à $1. Ça il va dire, oh, mais ça c'est joli. Alors ça je vais l'acheter. Ça c'est à moi. Tout à $1. Habib peut venir devant le costume et dire, c'est ça, regarde la télé. Il doit vous montrer une porte à l'argent. Voilà la relation entre le conscient et l'inconscient. Nit mooy jox boppam. Oui, je ne sais pas, parce que souvent, l'inconscient, comment ça fonctionne, c'est votre conscient qui lui donne une commande. Mais dès que l'inconscient enregistre cette commande, c'est à vie. Ça ne change pas. Bon, je donne un autre exemple. Bon, moi, je peux prendre une bonne dose de café. Quand je parle à la pause, offrez-moi du café. Quoi. Je peux prendre une bonne dose de café à 23h00. Je prends le je dors. Parce que dans mon inconscient, j'ai mis le café ne peut pas m'empêcher de dormir. Point! Je dors. Mais quand tu donnes un chef de village, tu es à 20h. Il y a de m'intéresser là. C'est la vie. Parce que tu as, à partir de ton conscient, c'est la télécommande, commander ton inconscient pour lui donner un ordre. Et il l'exécute. Il l'exécute. Quand tout ce que tu enregistres dans ton... Parce que c'est ça que Freud voulait montrer. Comment le conscient commande l'inconscient. Parce que l'inconscient, il n'a qu'une seule phrase. Le patron a dit. Le patron a dit. C'est tout ce qu'il dit. Donc il exécute. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la pensée. Hein? C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la pensée. C'est le pouvoir de la conscience. Hein? Le psychanalyse de Freud. Oui, c'est la psychanalyse de Freud. C'est-à-dire, bon, c'est vrai, Freud en a travaillé, il y a d'autres qui en ont travaillé. Mais moi, je suis musulman, le Coran en a parlé, la Bible en a parlé de tout du Seigneur de haut beaucoup. Dieu ne te donne que ce que tu aspires en termes d'intention et de volonté. Parce que ça aussi, je pense que c'est de l'ordre normal des choses. Parce que tout à l'heure, tu as vu le film là. Ben, tu dis, ouais, le téléphone sur le costume. C'est comme Donc, Habib dans sa tête, Habib mais Habib di gentleman. Dama nekk sama benn xarit séeréer la. Bon, on a voyagé, on est descendu à Roissy-Charles de Gaulle. Bon, il m'a vu acheter, moi j'adore des parfums, acheter un parfum pour à peu près 120 000. Il se mettait à faire comme ça, parce que ça l'a étonné. Donc, ce qu'il n'a pas compris, c'est quoi? C'est que chaque individu a des centres d'intérêt. Chaque individu a des centres d'intérêt. Mais souvent, le conscient, non, ça c'est la télécommande. Essayez ça dès à présent, d'accord? Même quand vous voyez une voiture Range Rover, dites cette voiture est à moi. Ne dites jamais, je ne pourrai jamais. À chaque fois, dites, elle est à moi cette belle voiture. Tout le temps, je l'aurai. Hein? Allez-y. C'est bon. Donc ici, je voulais simplement discuter avec vous sur la globalité du développement. La globalité. Quand vous faites des communautés, c'est un développement global. L'émotion, d'accord, avec des émotions positives, on peut formuler des pensées positives. Et les pensées positives génèrent naturellement des actions positives.
Bon, les communautés ont un besoin spirituel. Souvent, ils lient tout ce qu'ils font avec la spiritualité. Vous avez vu encore? Bon, mais les communautés aussi, ne dites pas qu'ils ne sont pas accrochés à la science. Mais ici, c'est la connaissance empirique, la connaissance locale, fonctionnant sans preuve, mais avec une dimension transversale, avec une verticalité et une horizontalité. Mais aussi les communautés ont besoin d'argent. Ouais, c'est pourquoi ils font de l'agriculture, c'est pourquoi ils font de la pêche, d'accord? C'est pourquoi ils font du commerce, c'est pourquoi ils organisent des loumes. Donc la dimension argent est importante. Mais ce qui nous différencie, nous, des communautés, c'est que ces communautés enrobent sur de l'argent, une spiritualité, des émotions et surtout une connaissance. Et tout ça, vous devez apprendre à les écouter. Bon, une anecdote, quand j'allais souvent sur le terrain, je bossais pour une grande ONG. Bon, d'habitude, quand je vais au village, avec les vieux, c'est des amis, quoi. Bon, c'était jeune, c'était comme ça, on prend du thé. J'avais une facilité à les convaincre et à les accepter et détenir leur confiance. Il me dit, tu sais, nous, en Pulaar, il avait dit, il dit, quel hal Pulaar, comment? Nous sommes des Pulaar. Ces gens qui viennent là, ils pensent qu'ils peuvent nous tromper, mais ils ne peuvent pas. Nous, on les reconnaît à partir de leur voiture. À partir de leur voiture. Quand la plaque est bleue, ces gens-là, ils n'ont rien. Quand la plaque est rouge, ces gens-là, ils donnent de l'argent, mais c'est très lent. Mais quand la plaque est verte, jaune, verte, jaune, ces gens-là, ils ont des malades d'argent dans la voiture. Vous avez vu un peu? C'est qu'ils pensent qu'ils arrivent à reconnaître la lenteur du processus à partir des plaques de voiture. Les plaques bleues, c'est qui? Les plaques bleues, on a des choses là, bleu. Non, bleu, c'est l'État. Bleu, c'est l'État. Ah, c'est l'administration. Mais rouge et vert. Hein? Rouge et vert, vous êtes comment? Rouge, vous êtes comment? C'est pas faux, mais c'est vrai. C'est pas faux. Vert, jaune. Dafay gaaw. Non, pas nationalité. Les Belges, ils appellent ça. Non, mooy ambassade yi. Ambassade yi en général day gaaw. Donc ils ont pu. Il n'a pas dit que vous êtes là, mais c'est pas très rapide. Les autres c'est rapide. Non, ici c'est très long. Nous c'est là, nous sommes c'est là. Vous êtes là. Qu'est-ce qui a permis à ce vieux de connaître ça? Il a développé le sens de l'observation. Les gens, il me dit, si nous ne voulons pas parler, si quelqu'un d'entre nous, parmi les anciens, enlève son chapeau de sa tête, personne ne va parler. C'est des codes. La personne la plus âgée dans l'assistance, s'il prend son bonnet et le prend sur sa main, ça veut dire qu'il ne parlait pas. Mais souvent, les communautés ont de la pudeur. C'est le biais de politesse. Ils ont le biais de politesse. Donc ils sont aussi intelligents. Donc, quand on parle C'est ça. Voilà, donc vous avez vu un peu, il faut apprendre à les connaître. Donc voilà un peu cet aspect de globalité. Donc c'est le bien-être global chez les communautés, c'est la spiritualité, c'est l'économie, n'est-ce pas? La culture, n'est-ce pas? Mais surtout aussi les questions de pouvoir. Les questions de pouvoir. Parce qu'en plus du dénuement matériel, la pauvreté pose un problème d'absence ou de manque de pouvoir. C'est bon pour ça? On dit que le développement communautaire est un projet destiné à offrir des conditions de vie aux membres les plus pauvres d'une communauté. Voilà l'approche de Maïs, n'est-ce pas? C'est aussi cette approche qui est la plus partagée dans le monde
même les bailleurs de fonds visent les plus pauvres parmi les pauvres, les plus vulnérables parmi les vulnérables. Quand on veut toucher les plus pauvres parmi les pauvres, l'approche du développement communautaire passe bien. Ça passe très bien. Vous voyez un peu? Alors, quelles sont les régions les plus pauvres du Sénégal, pratiquement? Les 6 régions les plus pauvres du Sénégal. Ensuite, Kolda, Sédhiou, Matam. Oui. Quelles sont les régions les plus pauvres du Sénégal? Bon, ensuite, Kolda, Kolda, Kédougou, Sédhiou, Matam, Fatick, Diourbel. C'est à côté de la borne de France. Matam fait partie des régions les plus riches du Sénégal, à cause des France-Arabes. Oui, France. D'abord, l'euro circule. C'est à cause des France-Arabes. Le niveau du prix est très élevé à Matam. Oui, c'est vrai. Avec Matam. On met Kaffrine donc. Ah, mais Kaffrine. Le Diourbel, tu as oublié Touba. Oui, il faut aussi, mais bon, les autres départements de Bambey. Oui, mais Touba est riche, Diourbel est riche. Mais on traite par de raison. Donc si on enlève Diourbel. La richesse de Touba va entraîner le positionnement de Diourbel parmi les régions les plus riches du Sénégal. Bon, le Tamba en fait partie. Bon, le KKT là, KKT, Kédougou, Kolda, Tamba. C'est le KKT. Hein? Oui, Tamba, Kédougou. Hein? Le niveau de pauvreté élevé. Kaolack, non, ça n'en fait pas partie. Kaolack, c'est une ville de business. C'est une région très riche. Oui, parce que c'est un carrefour. Mais C'est un carrefour, mais il y a du business. Là-bas, tout le monde est riche. Bon, c'est plutôt Kaffrine. Oui, c'est Kaffrine. Kolda. Quatrième région, c'est Kaffrine. Cinquième région, c'est Sédhiou. C'est Fatick. Fatick de Macky Sall. C'est les régions qui Il y a Fatick, hein. ils sont fatigués. Voilà donc le peloton des régions les plus pauvres. C'est un peloton. Donc c'est toute la Casamance, sauf Ziguinchor. Très flot. Ça, c'est Tamba Kédougou, c'est Fatick Kaffrine. Ok? Mais Matam fait partie des régions les plus riches du Sénégal à cause des migrants de retour. D'ailleurs, là-bas, dans toutes les maisons, il y a de l'euro qui circule. On parle de casse-croûte, entrée résistant dessert. Tous les villages sont électrifiés. C'est un indicateur de richesse. Les infirmiers chefs de poste, les sages-femmes et les directeurs d'école sont logés par la communauté. Ça, c'est connu dans la région de Matam. Donc, plus maintenant, une activité économique extrêmement diversifiée qui offre de réelles opportunités. Un commerce entretenu par de nouveaux arrivants du fait de la circulation de l'argent. Mais par contre, dans les 6 régions qu'on a citées, il y a de véritables problèmes de développement. Donc voilà un peu, c'était bien de rappeler ça. N'est-ce pas, Gustave? Oui. Ok. Oui. Là, Sédhiou, on a fait Sédhiou et Kaffrine. Sédhiou, Kaffrine, Fatick. Sédhiou, Kaffrine, Fatick. Hein? Le KKT, c'est Kolda et Tamba. C'est ça qu'on appelle le KKT, Kaolack, Kédougou, Kolda, Tamba. Même en matière de paludisme, c'est la zone qui héberge à peu près 26% de la population du Sénégal et 88% de la charge de paludisme. Si. On avait développé un programme par les là-bas. Seulement ces 3 régions qui étaient ciblées. C'est la zone rouge en termes d'incidence. Je viens de boucler pour eux une évaluation du TPI communautaire, n'est-ce pas? Mais ça m'avait beaucoup frappé. 26% du poids démographique du Sénégal
et presque 90% de la charge paludisme, le KKT. Et les districts sanitaires qui étaient les plus touchés et qui me concernaient, c'était Saraya et Kédougou. Saraya Kédougou. Donc c'était des régions qui m'avaient vraiment impressionné parce que je ne pensais pas que le paludisme était arrivé à ce niveau d'envergure. Donc voilà un peu cet aspect, comment nous l'analysons. Donc le développement communautaire est une approche qui vous permet de cibler les plus pauvres parmi les pauvres. Ouais, ça. C'est aussi un ensemble d'actions menées dans le but d'améliorer les conditions de vie d'une communauté dans son ensemble. Ici, c'est ce qu'on appelle l'approche pluridisciplinaire, ou bien l'approche multisectorielle. Le développement communautaire vous permet de faire une approche multisectorielle, c'est-à-dire tenter de toucher plusieurs secteurs en même temps dans le but de promouvoir un bien-être global ou promouvoir le bien-être des populations. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de se situer sur la finalité du développement communautaire. C'est quoi? Quelle est la finalité du développement communautaire? C'est un changement, construire un changement et une transformation sociale. C'est ça la finalité. À partir de quoi? De la mobilisation de ressources endogènes. Mais les ressources exogènes peuvent exercer un levier d'accélération. Mais quand vous prenez ces approches, en termes de définition, chaque approche a un sens. Bon, une initiative portée par l'intérieur, un ensemble d'actions combinées, c'est l'approche multisectorielle. La quête du bien-être global, c'est le fait de ne pas considérer que le développement a uniquement une dimension matérielle et financière. Il y a d'autres dimensions qui intéressent le producteur. On doit les comprendre. Il y a aussi des aspects qui sont liés à la manière de procéder, n'est-ce pas? Mais vous verrez que quand on fait le développement communautaire, on fait un recentrage pour essayer de toucher les plus pauvres parmi les pauvres. Parce qu'ici, on le verra dans les enjeux, il y a une question de dignité humaine. Le développement communautaire. Tous les chercheurs qui ont parlé de ça ont mis en exergue, ont mis au devant la question de la dignité humaine. Et tout en mettant en exergue la question de la dignité humaine, on a dans beaucoup de contextes posé le problème du genre, on a posé le problème des enfants, on a posé aussi le problème des zones géographiquement éloignées et mal desservies. Les zones géographiquement éloignées et mal desservies. C'est des zones éloignées de la capitale et qui manquent de tout. Hein? Combien d'aérofols là? Makayop, que j'appelle affectueusement Mankéyip. Ah, oui, il y a des zones où, quand vous venez, vous êtes un peu perturbé, il n'y a rien. N'est-ce pas? Bon, souvent dans l'approche de beaucoup de recherches, on dit que c'est les zones géographiquement éloignées et mal desservies. Mal desservies, il n'y a pas beaucoup de postes de santé. Il n'y a pas beaucoup de systèmes d'adduction d'eau. N'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de cases de santé. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de piste pour se déplacer. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Ces gens, ils ont un problème, n'est-ce pas, de faible considération même de leur nature humaine et de leur dignité. Donc voilà pourquoi vous, en tant que spécialiste de divers domaines, vous vous positionnez sur le plaidoyer. Quand on fait le plaidoyer, c'est quoi? Le développement communautaire permet de faire du plaidoyer pour qu'on pense à ces plus pauvres-là. C'est quoi le plaidoyer? Mais on l'utilise beaucoup. On l'a emprunté aux avocats. Mais c'est quoi le plaidoyer? Hein? C'est une forme de sensibilisation visant à faire comprendre une communauté, un enjeu et les pousser à changer de comportement. Oui, souvent, ça c'est de la sensibilisation.
j'aime pas trop qu'on dit que le plaidoyer c'est la sensibilisation ou la sensibilisation c'est le plaidoyer. Alors que les deux concepts sont différents. La sensibilisation vise l'éveil de conscience. C'est tout. On peut faire l'éveil de conscience pour que la communauté adopte de nouveaux comportements, décide de cotiser de l'argent, décide de, d'accord. Ça c'est de la sensibilisation. C'est pour l'éveil de conscience, le changement de comportement. Par contre, le plaidoyer est un système d'influence des politiques. C'est ça. L'avocat, il cherche à influencer le juge pour défendre son client. Mais quand on est dans le champ du développement communautaire, le plaidoyer permet d'influencer les décideurs, les policy makers. Maintenant, justement, il y a 3 types de plaidoyer. Quand une communauté n'est pas éveillée, on peut faire le plaidoyer pour elle. On va la sensibiliser et faire le plaidoyer pour elle. C'est le plaidoyer pour. Mais quand la communauté commence à s'éveiller, on peut aller avec cette communauté, faire le plaidoyer, alors ça devient un plaidoyer avec elle. On peut aller avec elle. Mais quand la communauté est autonome, elle est assez consciente, elle peut elle-même faire son plaidoyer, c'est le plaidoyer pas. Mais quel que soit le type de plaidoyer, ça permet d'influencer les décideurs politiques pour que soient pris en charge les problèmes des pauvres. Voilà pourquoi en DSM, on parle beaucoup de prendre en charge les plus pauvres. Il y a une question de priorisation. Si vous connaissez bien Kédougou, Sané, quand vous allez chez les orpailleurs, oh c'est extraordinaire. Vous ne vous retrouverez même pas au Sénégal. C'est des orpailleurs. Des comportements quand même qui poussent à réfléchir sur vraiment la nécessité de d'abord faire la sensibilisation pour le changement de comportement, mais mettre en œuvre un système de plaidoyer. Parce qu'il faut qu'on pense à ces gens. Donc voilà un peu un petit survol que nous allons compléter. On va vous distribuer une définition sous forme narrative et le but de cet exercice est de faire une synthèse pour produire une définition. Il fait que le chef de village